Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai une ostéoporose sévère depuis un certain nombre d'années. J'ai d'abord eu une fracture de vertèbre en 1998 à 41 ans et ensuite, plusieurs années en 2004, oui plusieurs années plus tard, j'ai eu une double fracture fémur et poignet. Et là, on m'a fait une ostéodensitométrie osseuse qui a révélé une ostéoporose sévère. Et j'ai été sous traitement oral pendant un certain nombre d'années, mais l'ostéoporose était de plus en plus sévère. Et on a fini par me proposer un traitement par injection qui est beaucoup plus fort et plus efficace. Donc maintenant, je suis toujours sous traitement par injection. Et mes os se portent de mieux en mieux. Ce n'est pas encore complètement le paradis, mais ça va dans le bon sens. Donc, en 2004, j'ai eu une fracture dans la même chute du col du fémur et du poignet. Et donc là, j'ai été sacrément immobilisée. Enfin, ça a été plutôt grave. À la suite de ça, mon médecin de l'époque m'a orientée vers une rhumatologue qui, elle, m'a fait faire une ostéodensitométrie osseuse. Et c'est là, en 2005, que ça a révélé l'ostéoporose. Et autour de moi, je suis entourée par un certain nombre de professionnels que je vois très peu, comme les médecins, chirurgiens, rhumatos. Et en fin de compte, mon professionnel le plus proche et le plus quotidien, c'est mon pharmacien, où j'ai toujours été très bien accueillie, très bien conseillée. Ils sont extrêmement vigilants sur les traitements que je prends. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai évité un drame. Enfin, pour moi, ça aurait été un drame dû à un traitement médicamenteux. D'ailleurs, à ce sujet, au sujet des pharmaciens, j'ai un exemple très précis qui m'a marqué. J'avais une douleur au pied qui remontait dans la cheville, au talon et qui remontait dans la cheville, qui m'inquiétait énormément. Je ne pouvais pas poser le pied par terre et ce jour-là, j'étais à la pharmacie, je voulais leur demander ce que ça pouvait être et en même temps, je devais renouveler mes médicaments, dont des antibiotiques que je prenais à l'époque. Et la pharmacienne a tout de suite dit, il faut à tout prix arrêter cet antibiotique-là qui peut entraîner une rupture du talon d'Achille. Je sais que je vais être bien accueillie et bien conseillée. Donc, le pharmacien et son équipe officinale, c'est une relation très importante pour moi parce que j'ai souvent des questions à poser sur mes problèmes de santé. Ils sont toujours à l'écoute, très accueillants. Enfin, on a même établi une relation amicale avec certains d'entre eux. Le pharmacien lui-même a été particulièrement généreux sur certaines choses avec moi. Donc c'est vraiment un endroit où je suis à l'aise et je peux vraiment poser les questions qu'il faut. Et je trouve que c'est très important de pouvoir avoir ce genre de relation avec sa pharmacie, puisque ça peut nous arriver, surtout à nous les femmes, d'avoir des questions très intimes sur des traitements ou des soins à faire. Et il vaut mieux se sentir à l'aise pour ce genre de demande. En fin de compte, je n'ai plus d'attente puisque je sais, en entrant dans la pharmacie, qu'ils vont répondre de façon efficace à mes demandes, que ce soit pour avancer un traitement, pour répondre à une question, pour me conseiller un médecin ou quelque chose. Ils vont toujours répondre à mes demandes. Donc, j'y vais sans même penser à quoi que ce soit. J'y vais librement, franchement, et ça se passe très bien. Merci beaucoup, Marie-Hélène, de cela. Je vais maintenant donner la parole pour le webinaire dédié avec Vivre l'ostéoporose, la fracture n'est pas un accident, au professeur Julien Pacou du CHU de Lille, qui va présenter dans sa conférence qu'est-ce que l'ostéoporose. Merci Françoise et bonjour à tous. Merci à la FLAR d'organiser ces tables rondes et à l'ARS également. Donc pour mon diaporama, je peux le mettre en place, sauf si quelqu'un le met en place à ma place et diffuse les images au fur et à mesure. Si vous voulez, je vais
Est-ce que ça vous ennuie de partager vos slides? Nous avons un petit problème avec le docteur Poivret. Non, non, il n'y a pas de souci. J'ai mon diaporama. Je vais partager mon écran. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voici mon diaporama. C'est quoi l'ostéoporose? Alors, tout d'abord, l'ostéoporose, c'est une maladie, et je pense qu'il faut insister sur ce point. C'est une maladie, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas uniquement lié au vieillissement. Le vieillissement est un facteur de risque, mais ça reste une maladie. C'est une maladie diffuse du squelette qui est caractérisée par une masse osseuse qui est faible et il y a une détérioration de la qualité de ce qu'on appelle le tissu osseux. Et cette maladie diffuse aboutit à une fragilité osseuse et par conséquent à une augmentation du risque fracturaire, comme cela a été illustré par la patiente qui a donné son témoignage, qui avait notamment eu une fracture du poignet et une fracture de hanche. Donc la fracture, c'est la partie visible de cette maladie diffuse entraînant une fragilité. Cette masse osseuse dont on a parlé, vous avez ici l'âge 20, 40, 60, 80 ans et vous avez la masse osseuse et vous voyez pour les hommes et les femmes l'évolution de cette masse osseuse au cours du temps avec la croissance jusqu'à 20, 25 ans où vous atteignez le pic de masse osseuse. Vous avez ensuite un plateau et avec le vieillissement chez les hommes, mais également chez les femmes et surtout la ménopause chez les femmes, vous voyez que cette masse osseuse va décliner et il y a un lien entre la quantité de cette masse osseuse, mais aussi sa qualité. Il y a un lien entre la quantité et la survenue des fractures qui sont encore une fois liées à la complication de la maladie ostéoporotique. Ce capital osseux se constitue grâce à différents éléments, une bonne nutrition, une activité physique, une alimentation équilibrée et des produits laitiers. Et vous avez d'autres facteurs qui vont concourir à une masse osseuse obtenue plus faible à la fin de la croissance. Le tabac, l'alcool, la malbouffe, on l'appelle la malbouffe, mais il y a une grande part de génétique. Et les facteurs qui sont illustrés ici, ce sont des facteurs qui influencent le fait d'avoir une masse osseuse optimale à la fin de la croissance de l'adolescence, mais ce sont également les facteurs que l'on retrouve quel que soit l'âge pour conserver une bonne santé osseuse et une bonne masse osseuse. Vous voyez ici un sujet qui n'a pas d'ostéoporose sur la gauche, un sujet qui a une ostéoporose sur la droite. Il s'agit du poignet, de l'os qu'on appelle le radius au niveau de l'avant-bras, et c'est la partie finale de l'avant-bras juste au niveau du poignet. Et vous voyez bien que les sujets qui ont une ostéoporose ont une réduction de cette masse osseuse comparativement à un sujet normal, et il y a une réduction de la qualité, tout ce qui permet de connecter les différentes travées osseuses entre elles sont altérées chez le sujet ostéoporotique. On peut imaginer que cette patiente qui chute au niveau de l'avant-bras a un risque plus important de fracture qu'un sujet contrôle du fait de la diminution de la masse osseuse et de la qualité. Le professeur Puisieux vous parlera de la chute tout à l'heure. Il faut bien distinguer les fractures ostéoporotiques qui sont des fractures de fragilité vis-à-vis des fractures traumatiques. On considère qu'il est normal de se fracturer quand on a un accident de la voie publique ou qu'on tombe de son toit d'une échelle. Par contre, quelqu'un qui tombe de sa hauteur en glissant dans la rue ou qui glisse à son domicile, on considère qu'il y a un traumatisme minime et qu'il s'agit d'une fracture de fragilité et qui doit faire évoquer la présence d'une ostéoporose. Ça n'est pas normal de se fracturer en tombant de sa hauteur, quel que soit son âge. Oui. Et j'insiste sur quel que soit son âge. Pour les fractures de vertèbres, qui sont d'autres fractures emblématiques de l'ostéoporose, celles-ci peuvent survenir spontanément, ne sont pas toujours douloureuses, et c'est parfois la constatation d'une perte de taille ou c'est la constatation d'un dos un peu arrondi, ce qu'on appelle une kyphose, qui font évoquer la présence de fractures de vertèbres qu'il faut confirmer par la réalisation de radio. Les principales fractures ostéoporotiques, c'était le témoignage de la patiente, poignet, les vertèbres, la hanche, l'humérus et le bassin, notamment le sacrum, mais d'autres sites
peuvent être touchés par l'ostéoporose et entraîner des fractures, notamment la clavicule. On estime qu'en France, il y a tout de même 75 000 de fractures de hanches par an liées à de l'ostéoporose. 75 000, c'est énorme. Et les patients et patientes sont bien placés pour nous parler du retentissement de ces fractures, avec un retentissement dramatique, des douleurs, une altération de la qualité de vie, de l'autonomie, parfois une institutionnalisation qui suit la survenue d'une fracture, et malheureusement parfois la survenue d'un décès également. Donc un retentissement important sur la vie quotidienne, sur la vie de tous les jours, lié à la survenue de ces fractures qui ne sont pas anodines. L'épidémiologie, quelques mots. On estime qu'après 50 ans, une femme sur 3 et un homme sur 5 subiront une fracture à cause de l'ostéoporose. Donc on est vraiment dans un problème de santé publique, quelque chose qui est fréquent, comme je vous l'ai illustré avec la fracture de hanche. Une femme sur 3 et un homme sur 5, ces chiffres sont tout de même parlants. On parle d'ostéoporose primitive quand elle est liée à l'âge, c'est la plus fréquente, et notamment chez les dames, ce qu'on appelle l'ostéoporose liée à la ménopause. C'est pour ça que l'ostéoporose est 2 à 3 fois plus fréquente chez les femmes liée à la carence en hormones sexuelles et la carence œstrogénique. On pourra parler de l'intérêt du traitement hormonal substitutif dans la partie thérapeutique par la suite si vous le souhaitez. Et puis, il y a d'autres ostéoporoses qu'on peut rencontrer notamment chez des individus plus jeunes qui sont liés à certaines maladies, comme le fait d'avoir une cirrhose du foie, d'avoir une maladie articulaire qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde, mais également liés à certains traitements, et notamment la corticothérapie, s'il ne fallait en citer qu'un. Le dépistage de l'ostéoporose, c'est s'il y a une fracture de fragilité, on tombe, on se fracture, il faut penser à l'ostéoporose et envisager un dépistage. Ou alors, en l'absence de fracture, s'il y a des corticoïdes qui sont pris de façon prolongée, si on a son père ou sa mère qui a présenté une fracture du col du fémur, parce que la partie génétique, on l'a vu tout à l'heure, est importante, et également s'il y a une ménopause précoce chez les dames, en général, c'est 45 ou 40 ans, l'âge considéré comme étant à l'origine d'une ménopause précoce. L'outil de ce dépistage, pour faire vite, c'est essentiellement l'ostéodensitométrie, dont a parlé notre fameuse patiente tout à l'heure, un examen faiblement irradiant, qui n'est pas douloureux, qui ne nécessite pas l'injection de quoi que ce soit et qui prend environ un quart d'heure. On mesure la masse osseuse au rachis lombaire et à la hanche, à gauche en général. C'est un outil utile et facile d'utilisation. En conclusion, l'ostéoporose est une maladie fréquente. Ça n'est pas uniquement lié au vieillissement, même si le vieillissement est un facteur important. Sa complication, c'est la fracture. Le retentissement est important en termes de qualité de vie, d'autonomie, de douleur. La prévention est possible, on en a discuté, et il existe des traitements efficaces, nous en parlerons après. Je vous remercie pour votre attention et je passe la main pour la suite. Merci beaucoup, professeur Julien Pacou, de cette présentation de l'ostéoporose. Je vais maintenant passer la parole à l'interlocuteur suivant, qui est le professeur Fardelin, sur l'activité physique, qui est très importante évidemment, dans la construction de l'os, ou même peut-être la reconstruction de l'os. C'est ce que nous allons voir après avoir écouté qu'est-ce que l'ostéoporose. Merci Françoise. Je vais parler de l'activité physique effectivement, mais également et peut-être surtout de la nutrition. Alors je remercie à mon tour les organisateurs de ces webinaires, notamment l'ARS des Hauts-de-France et la FLAR. Alors l'ostéoporose et sa complication fracturaire, c'est un problème de santé publique, comme l'a rappelé le professeur Pacou, et qui dit santé publique dit prévention. La prévention, elle passe par l'activité physique. Je préfère parler d'activité physique que de sport, et par la nutrition. Commençons par l'activité physique. Celle-ci, il faut savoir que le squelette est un organe très susceptible. Il a besoin d'être soumis en permanence à des contraintes mécaniques pour avoir une bonne santé. Dès qu'il n'est plus sollicité, comme il est susceptible, il disparaît. Alors, il faut donc qu'à chaque âge, il y ait une activité physique qui soit adaptée aux possibilités du sujet,
et qui permettent la constitution dans un premier temps, dans une première partie de la vie du squelette et de sa masse osseuse, du capital osseux, et dans un second temps, du maintien de cette masse osseuse. Alors, chez l'enfant et l'adolescent, il faut promouvoir le sport, des sports pas extrêmes, plutôt des sports mélangés avec des activités physiques de toutes sortes, mais qui, à côté de l'intérêt cardiovasculaire, permettent au squelette d'avoir des contacts avec le sol, des chocs répétés. C'est par exemple la course, le tennis, ce genre de sport. Chez la personne âgée, il y a un double intérêt à l'activité physique. Le premier, c'est de maintenir la masse osseuse grâce à ces mêmes facultés que sont le poids, la charge mécanique que réalise le sport et les activités physiques sur le squelette, mais également de maintenir une bonne masse musculaire et des réflexes qui permet à la personne plus âgée de ne pas chuter. Et je pense que le professeur Puisieux va revenir sur ces éléments-là. Alors, chez la personne âgée, quelles sont les activités physiques que l'on peut proposer ? Alors, bien entendu, il ne faut pas que celle-ci expose la personne à des chutes, et on peut promouvoir la simple marche, la danse de salon, et puis des sports qui sont maintenant un peu à la mode, comme le Qigong ou le Tai Chi Chuan, qui sont des activités qui ont démontré scientifiquement leur intérêt pour le maintien de la masse musculaire et également pour le maintien de l'équilibre. Pour ce qui est de la nutrition, alors la nutrition, il ne faut pas oublier que l'os, finalement, c'est quoi ? C'est des protéines, essentiellement du collagène, sur lequel est déposé des cristaux de calcium grâce à l'activité bénéfique de la vitamine D. Donc voici trois larrons, les protéines, le calcium, la vitamine D, pour lesquels il va falloir être vigilant à tous les âges de la vie. Le premier âge de la vie va durer une trentaine d'années, c'est-à-dire celui qui correspond à la constitution du capital osseux. Et le professeur Pacou nous a rappelé que ce capital osseux, pour 60 à 70%, était défini par la génétique. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose à part bien choisir ses parents avant la naissance. Et puis, en ce qui concerne la nutrition, il faut donc apporter des protéines. Alors les protéines, ce n'est pas des besoins très élevés, mais c'est au moins 1 gramme par kilo de poids corporel, et ça à tous les âges de la vie, et peut-être un peu plus chez la personne âgée, surtout dans des situations où le catabolisme protidique est plus important, des situations de stress, comme par exemple la fracture, mais également les infections et autres. Ces protéines, eh bien, attirent notre attention sur certains régimes qui peuvent être à la mode, comme les régimes végétariens et véganes, où il y a un risque de carence. Et on a pu montrer par certaines études que ces carences peuvent avoir un effet négatif sur l'os. Donc, très, très grande vigilance dans ces régimes-là. Le calcium, bien entendu, c'est un élément extrêmement important pour ce qui est de la santé du squelette. Et les besoins en calcium ont été déterminés en fonction des âges de la vie, mais également du sexe. Chez le jeune et l'adolescent, qui est en phase de constitution du squelette, les besoins sont élevés. Ils sont de l'ordre de 1200 mg par jour, que ce soit les garçons ou les filles. Il y a une phase particulièrement critique dans cette constitution du squelette, ce sont les 2 années qui précèdent la puberté, où là, en 2 ans, on va constituer à peu près 50% de son squelette. Donc là, il faut amener des briques et du ciment, il faut bien manger, éviter les conduites à risque qu'a rappelé le professeur Pacou, le tabac, l'alcool, bien manger en termes de protéines, on l'a vu, mais également en termes de calcium. Et puis arrive une phase un peu plus calme, c'est l'âge adulte, où les besoins sont de 800 à 900 mg par jour, ce qui est assez facilement accessible en mangeant au moins 2 à 3 produits laitiers par jour. Et puis arrive l'autre extrémité de la vie, et assez précocement, dès l'âge de 65 ans, il faut augmenter nos apports en calcium parce que nos besoins sont augmentés, nos facultés d'assimilation sont peut-être diminuées, et donc c'est à nouveau 1200 mg de calcium par jour qui sont nécessaires. La vitamine D, c'est elle qui permet à ce calcium de se déposer sur les os, mais qui permet également l'absorption optimale du calcium au niveau du tube digestif. Or, nous vivons dans un pays où les saisons sont marquées, avec des hivers qui sont prolongés, un ensoleillement qui n'est pas toujours au rendez-vous, et les carences et les insuffisances en vitamine D sont fréquentes. Il faut donc les prévenir.
Et il y a deux attitudes. Il y a l'attitude qui s'adresse à la population générale. Et là, on sait qu'il y a des populations qui sont exposées à l'insuffisance en vitamine D et qui, par là même, nécessitent une prévention par une supplémentation qui doit être faite sans dosage, ça n'est pas la peine. Ces populations à risque, ce sont quoi? Ce sont les enfants, les adolescents, mais également les femmes enceintes tout le long de leur grossesse et les personnes de plus de 65 ans. Chez ces gens-là, au moins pendant les mois d'hiver, de novembre à avril, il va falloir donner de la vitamine D de l'ordre de 50 000 unités tous les mois. C'est peu coûteux, c'est sans danger. Chez les malades maintenant, surtout quand la maladie a un rapport proche avec la vitamine D, comme la chute chez la personne âgée, l'ostéoporose, mais également d'autres pathologies comme les maladies auto-immunes, les rhumatismes inflammatoires, les cancers, il est très important que le statut en vitamine D, c'est-à-dire que nos réserves en vitamine D, soient adéquates. Et là, il va falloir pratiquer un dosage pour être sûr que notre supplémentation va permettre à la personne d'atteindre les valeurs qui sont les meilleures pour elle, c'est-à-dire mesurées par une forme de vitamine D qui se trouve dans le sang qui s'appelle la 25-OH vitamine D, avec des valeurs qui doivent être dans une fourchette comprise entre 30 et 60 nanogrammes par millilitre. Donc, il faudra deux dosages, un dosage pour savoir d'où on part et permettre ainsi d'adapter la supplémentation, et un autre dosage pour nous assurer que nous sommes parvenus à nos fins et que la personne a un statut vitaminique D corrigé. Donc, protéines, calcium, vitamine D, ce sont les trois éléments qui sont nécessaires en termes de nutrition pour une bonne santé de l'os. Où est-ce qu'on va trouver notre calcium? Alors, dans un régime, on va dire, français hexagonal, 60 à 70% de nos apports en calcium proviennent des produits laitiers. Avec une sorte de hit parade dans ces produits laitiers, puisque les plus riches sont les fromages à pâte pressée cuite. Alors, sans faire de publicité, c'est le gruyère, le beaufort, le comté, le parmesan, qui sont très, très riches en calcium, de par leur mode de fabrication, c'est à peu près 1% du poids sec. C'est-à-dire que 100 grammes d'un de ces fromages va apporter 1200 milligrammes, vous voyez, de calcium, ce qui est très considérable. Il ne faut pas non plus négliger les calciums qui peuvent être trouvés dans les eaux minérales. Certaines sont particulièrement riches en calcium. Alors, je ne vais pas donner de noms commerciaux, il suffit de regarder les étiquettes. Et ces eaux minérales contiennent à peu près 500 mg de calcium pour 1 litre, ce qui est énorme. Donc, il y a dans la nourriture suffisamment d'aliments qui sont riches en calcium pour pouvoir assouvir nos besoins. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les calciums d'origine végétale? Effectivement, il y a des aliments qui sont riches en calcium comme les choux, etc. Et il faut faire attention parce que c'est un calcium qui est un peu moins disponible du fait de la richesse des végétaux en fibres déjà, et puis en certains composants qui peuvent retenir le calcium dans la lumière digestive et l'empêcher de passer dans le sang. On a beaucoup cassé de sucre, si j'ose dire, sur le dos du lait. Il faut rétablir un peu la vérité. Il n'y a pas d'arguments scientifiques qui permettent de dire que le lait est mauvais pour la santé et en particulier pour le squelette. Mais ce n'est pas trop un problème hexagonal parce que le lait est essentiellement consommé tel quel par les anglo-saxons et les scandinaves. Nous sommes une civilisation, une population du fromage et il ne faut pas hésiter à puiser dans cette réserve très agréable le calcium dont on a besoin au quotidien. Voilà à peu près, en termes hygiéno-diététiques, ce qu'on peut proposer à la population pour essayer d'acquérir déjà un bon squelette et d'essayer de le conserver à tous les âges de la vie. Merci beaucoup, professeur Patrice Fardelonne, du CHU d'Amiens, de ces éléments sur à la fois l'activité physique et la nutrition, ce qui est un espoir après, évidemment, ce que c'est que l'ostéoporose. Et donc, il y a de nombreuses questions qui nous arrivent par mail des patients, mais aussi des praticiens. Donc, je préfère vous prévenir, ce sont des sujets, le sujet du professeur Pacou et du professeur Fardelonne, qui posent, il y a de nombreuses questions auxquelles on espère qu'ils vont pouvoir répondre. On va les trier, en tous les cas. Je donne maintenant la parole au professeur François Puisieux, qui va traiter
deux sujets, si je puis dire, en même temps, car il a choisi de les ramasser ensemble, qui sont importants. Et donc, professeur Puisieux, je vous donne la parole sur la prévention de la fracture passe par la prévention de la chute. Pourquoi et comment fait-on? Merci beaucoup. Je pense que j'ai déjà partagé mon écran. Tout à fait. Très bien. Alors, effectivement, mon intervention consiste à dire essentiellement cela, que quand on pense prévention de la fracture, il faut penser aussi prévention de la chute, car on est susceptible de réduire le risque de chute chez les patients âgés à risque de chute précisément. Alors, bien sûr, on l'a dit, l'ostéoporose, c'est un problème de santé publique, mais la chute aussi, qui est associée au risque fracturaire, est un problème de santé publique. Beaucoup de personnes âgées tombent, on estime que c'est un tiers des plus de 65 ans qui vont tomber dans l'année, 50% des plus de 85 ans, et parmi ces chuteurs, la moitié vont tomber plusieurs fois dans l'année. Et la chute, c'est aussi la première responsable de la mortalité dite par accident de la voie publique en France. Plus de 10 000 chutes, plus de 10 000 décès par an chez la personne âgée sont consécutifs à une chute. Les chutes sont responsables de nombreuses complications, bien sûr, les fractures. Alors, les chiffres sont certainement assez imprécis, mais on estime que 6 à 8% des chutes chez les personnes âgées sont responsables de fractures. Ce qui est certain, à l'inverse, c'est que la majorité des fractures chez la personne âgée sont la conséquence de chutes. Et puis, les fractures, ce n'est pas la seule conséquence grave de la chute chez la personne âgée. Et en particulier, je veux insister sur les conséquences dites psychomotrices, car très souvent, les personnes âgées qui sont tombées ont peur de tomber à nouveau, vont se restreindre dans leur activité, vont moins s'exercer et du coup vont augmenter le risque de tomber à nouveau. Donc, on est dans un cercle vicieux. Et souvent, cela peut se terminer par l'impossibilité pour la personne de rester à son domicile. Et donc, essayer de prévenir la chute, c'est aussi donner la possibilité à beaucoup de personnes âgées de continuer de vieillir chez elles, et c'est évidemment ce qu'elles souhaitent. Une autre complication qu'on observe fréquemment chez les personnes les plus âgées, les plus fragiles, ce sont des chutes qui se compliquent par une station prolongée au sol, même quand il n'y a pas eu de conséquences traumatiques graves. Les personnes ne savent pas se relever du sol et peuvent rester 1 heure, 2 heures, 12 heures, 24 heures à terre. Et ça a évidemment des conséquences majeures. Alors, puisque les fractures sont essentiellement la conséquence de chutes chez la personne âgée, bien, il est évidemment facile de comprendre que prévenir la fracture, c'est aussi prévenir la chute, et ce sont les préconisations que nous ont fait encore récemment ce groupe interdisciplinaire du GRIO. Dans la prévention de la fracture, il y a la prévention de la chute. Alors, comment est-ce qu'on peut agir pour réduire le risque de chute chez une personne âgée? Eh bien, on a des recommandations qui ont été publiées, qui sont à la disposition des professionnels, mais comme toute recommandation, qui ne sont pas nécessairement toujours bien connues et puis pas nécessairement toujours bien appliquées. Vous l'avez vu, la chute, c'est un problème qui intéresse l'ensemble de la population âgée, et quand on parle de prévention de chute et des différentes stratégies pour prévenir les risques de chute, bien certainement, on ne peut pas aborder de la même façon un sujet âgé à faible risque de chute et l'ensemble qui constitue l'essentiel de la population, et puis des sujets particuliers à très haut risque de chute. En population, et donc il est important de repérer, de savoir repérer parmi les sujets âgés ceux qui sont les plus à risque de chute. Alors, comment est-ce qu'on fait pour évaluer le risque de chute chez une personne âgée? C'est finalement très simple. Il faut poser la question: êtes-vous tombé cette année? Car évidemment, si la personne est déjà tombée, si elle est tombée plusieurs fois, elle est très probablement à haut risque de tomber à nouveau. Et puis, on peut compléter cette question par un petit test d'équilibre. Alors, il n'y a pas vraiment de gold standard, mais le test qu'on propose, c'est le Time Up and Go test, qui consiste à demander à la personne de partir d'un siège avec un dossier, de se lever, de faire 3 mètres, demi-tour, de revenir vers la chaise et se rasseoir. Et une façon d'évaluer le risque de chute, c'est simplement de chronométrer la personne pendant qu'elle réalise ce tout petit test. Le seuil, il est un petit peu discuté, 14 secondes, 20 secondes. Aujourd'hui, on préfère sûrement 14 secondes pour dire les personnes à risque de chute. Alors, vous voyez que cette évaluation du risque de chute, ça prend 1 minute. C'est donc absolument réalisable par tous chez une personne âgée.
En fonction de ces résultats, mais on peut assez facilement classer les gens en personnes à haut risque ou personnes à faible risque de chute. Pour l'ensemble de la population, donc pour toutes ces personnes âgées dont beaucoup ne sont pas à risque élevé de chute, on peut néanmoins porter attention sur l'ordonnance pour ne prescrire que ce qui est utile. Et les grands pourvoyeurs de chute dans la population âgée, ce sont les psychotropes. Et on sait bien qu'en France, les personnes âgées, notamment les femmes âgées, prennent beaucoup trop de psychotropes. Donc, il faut être vigilant sur l'ordonnance et réduire la prescription de psychotropes quand elle n'est pas indispensable. Il faut se préoccuper de la vitamine D. Le professeur Fardelone l'a dit très bien et je ne vais pas revenir sur ses propos. Évidemment, il faut savoir évoquer une ostéoporose et la traiter lorsqu'elle est présente. Et là, nos collègues rhumatologues viennent d'en parler et continueront d'en parler en ce qui concerne la thérapeutique. Il y a quelque chose qu'il faut regarder, c'est les pieds. Finalement, on marche sur ses pieds et les pieds souvent sont dans des chaussures et le fait d'être mal chaussé peut être un facteur qui va augmenter le risque de chute. Il faut aussi savoir se préoccuper de son logement quand on est une personne âgée afin que son logement lui-même ne présente pas de facteurs de risque environnementaux de tomber. Monsieur Fardelone a à juste titre insisté sur l'importance de l'activité physique, mais également sur le régime alimentaire. Et puis, quand on a un peu plus de difficultés de marche, il faut savoir choisir et utiliser une bonne aide technique de marche. Finalement, toutes ces recommandations, elles valent pour l'ensemble de la population âgée, qu'elle soit à faible ou à fort risque de chute. Et puis, pour les sujets qu'on va repérer comme les plus à risque de chute, les personnes âgées qui sont tombées plusieurs fois ou celles qui sont tombées et qui ont fait une chute grave avec des conséquences traumatiques sérieuses ou une incapacité à se relever du sol, on va proposer une approche qui va être beaucoup plus individualisée et qui va consister à identifier les facteurs de risque de chute de la personne en question et également les facteurs de gravité qu'a la personne, c'est-à-dire les facteurs de risque d'avoir des conséquences graves si elle tombe. Alors, les facteurs de risque de chute, ils sont extrêmement nombreux. On les classe généralement en individuels et environnementaux, en prédisposants et précipitants. Je ne vais pas y insister. Il faut savoir les rechercher et habituellement chez une personne âgée chuteuse, parce que la chute, elle est souvent multifactorielle. On va trouver plusieurs facteurs de risque de chute. Et parmi ces facteurs de risque, il y en a qui sont certainement modifiables. Et si on les modifie, on va diminuer le risque de chute. Et puis, il faut aller chercher les facteurs de gravité en cas de chute. Et ceux-là sont beaucoup moins nombreux, finalement. Il y en a essentiellement 4. La fragilité osseuse, qui sera souvent liée à une ostéoporose. La présence d'un traitement anticoagulant ou antiagrégant, ce qui ne veut pas dire du tout que chez un sujet âgé, chuteur, il faille nécessairement arrêter le traitement anticoagulant. L'incapacité à se relever du sol et l'isolement social. Et donc, chez ces sujets à haut risque de chute, multichuteurs ou qui ont fait des chutes graves, pour diminuer le risque lié aux chutes, on va identifier les facteurs de risque de chute de l'individu, proposer de corriger les facteurs de risque modifiables, et puis d'un autre côté, on va identifier les facteurs de gravité en cas de chute, et là aussi, essayer de corriger les facteurs de risque modifiables dans le but de diminuer le risque. Est-ce que cette approche qu'on dit multifactorielle pour le sujet à haut risque, elle marche? Ben oui. Et vous voyez, la première publication, le premier bel essai clinique randomisé contrôlé, il a été publié par Madame Tinetti aux États-Unis en 1994. Donc finalement, ce n'est pas d'hier qu'on sait que cette approche peut fonctionner. Est-ce qu'elle est réalisable en pratique? Oui, elle est tout à fait réalisable. Notamment, elle est réalisable en hôpital de jour gériatrique. Un certain nombre d'hôpitaux gériatriques, de services de gériatrie proposent ce type d'évaluation multifactorielle, multiprofessionnelle, qui vise à reconnaître les facteurs de risque de chute et les facteurs de gravité pour proposer de réduire le risque de chute. Et eh bien, nous, on reçoit beaucoup de personnes qui nous sont adressées précisément par nos collègues rhumatologues. Cette approche en hôpital de jour, elle marche, et là aussi, ça a été démontré dans la littérature. Ici, c'est une publication de 2008 australienne et qui avait repris l'expérience de 10 hôpitaux de jour d'évaluation multidisciplinaire de la chute et qui montrait qu'effectivement, c'était un moyen tout à fait
réel de diminuer significativement le risque de chute et le risque de chute grave chez les patients. Et puis, et j'ai emprunté là les diapositives à Frédéric Bloch parce qu'il est plus que moi encore un spécialiste des gérontechnologies. Et puis maintenant, on a ces nouvelles technologies qui certainement peuvent apporter quelque chose dans la prévention de la chute et des conséquences des chutes. Et les technologies dont on dispose peuvent viser à réduire le risque de chute et peuvent viser aussi à détecter précocement les chutes pour déclencher une intervention afin que la personne âgée ne reste pas à terre. Alors, parmi les techniques qui peuvent contribuer à réduire le risque de chute, il y en a qu'on connaît bien, hein, comme le déambulateur. Mais il y a beaucoup d'autres outils d'aménagement du domicile qui peuvent être tout à fait utiles. Et certains sont tout à fait anciens et parfaitement connus, et puis d'autres apparaissent maintenant, sont développés plus récemment, des outils de domotique qui permettent de sécuriser l'environnement. On a aussi en matière de gérontechnologie des outils nouveaux qui permettent de participer à la rééducation du patient âgé chuteur. Vous en voyez ici quelques exemples et qui exploitent des démarches de réalité virtuelle ou des serious games. Bref, dans le domaine, il y a quand même beaucoup d'outils nouveaux qui sont en train de sortir, d'émerger, qui probablement seront utiles. Encore faut-il tout de même bien les évaluer pour être certain qu'on va s'acheter des choses qui sont performantes et vraiment qui vont apporter bénéfice. Et puis à côté de ça, donc, il y a des outils qui servent non pas à prévenir les chutes, mais à repérer les chutes afin de déclencher une alerte pour que les secours se déclenchent pour venir auprès de la personne âgée qui est tombée. Et le plus classique de ces outils, le mieux connu, c'est la téléalarme, dont beaucoup de sujets âgés peuvent être équipés. C'est un outil qui est utile, qui rend service, qui a des limites, indéniablement. On sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont équipées de téléalarmes, qui tombent et qui pourtant ne veulent pas déclencher leur téléalarme, souvent d'ailleurs parce qu'ils ne veulent pas déranger, ils ne veulent pas déranger les enfants, ils préfèrent rester des heures par terre le temps que vienne par exemple l'infirmière le matin. Mais aussi, il arrive souvent que la personne bien qu'équipée ne porte pas en permanence son équipement et donc tombe et puis n'ait pas accès à la téléalarme pour appeler. Donc cette téléalarme, bien connue, toujours très utile, elle a quand même des limites. Alors du coup, on voit apparaître de nouveaux outils qui vont permettre cette fois de repérer sans l'intervention de la personne une chute, d'envoyer une alarme pour déclencher une intervention, un secours. Il y a vraiment de très nombreuses approches, vous voyez sur cette diapositive, qui ont été développées. Beaucoup de brevets sont déposés. On en est encore, je dois dire, pour beaucoup de ces outils, à un stade assez expérimental. Il faut qu'on en vérifie, d'une part, la performance et également qu'on se pose la question de l'acceptabilité par les personnes parce que ça n'est pas anodin finalement, ça pose des questions éthiques que de venir surveiller 24 heures sur 24 des personnes âgées à domicile. Mais certainement, ces outils contribueront demain à permettre aux personnes âgées à risque de chute de rester à leur domicile. Et puis dans les outils aussi, on ne peut pas oublier la géolocalisation. Ce sont des outils qui permettent de repérer les personnes qui seraient tombées loin de leur domicile pour aller également leur porter secours. Donc, de nombreuses gérontechnologies sont en train d'apparaître, seront bientôt disponibles pour beaucoup d'entre elles et certainement sont intéressantes à considérer. Voilà, j'en termine par mes conclusions qui sont pourquoi s'intéresser à la chute quand on parle d'ostéoporose? Parce que la grande majorité des fractures sont consécutives aux chutes, parce que les fractures ne sont pas les seules conséquences graves des chutes chez la personne âgée. On voit que souvent, les chutes vont compromettre la possibilité pour la personne de rester à son domicile et va entrer en institution parce qu'elle chute, mais aussi parce qu'on peut repérer le sujet âgé à haut risque de chute. Ce n'est pas difficile d'évaluer le risque de chute chez une personne âgée, et parce qu'on peut réduire le risque de chute et le risque lié aux chutes, même chez les personnes qui ont le risque de chute le plus élevé. Voilà les quelques messages que je voulais faire passer. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, professeur François Puisieux, pour cette présentation tout à fait passionnante sur ce problème crucial, en effet,
des chutes et où vous avez évidemment montré que détecter, dépister, prévenir, et en plus avec des technologies qui peuvent à la fois pour certaines dépister et d'autres permettre de récupérer, sont évidemment très très importantes pour pouvoir répondre aux préoccupations des personnes à risque, évidemment, de chuter et à risque d'ostéoporose et de fracture. Là encore, les questions arrivent à la FLAR, donc elles sont nombreuses aussi. Et il y en a une sur le déambulateur que vous avez montré, dont vous avez montré l'image. Donc, il y aura forcément une question là-dessus. Voilà. Maintenant, j'arrive à un sujet qui est là aussi absolument essentiel, et c'est le professeur Bernard Corté qui va nous présenter ostéoporose, traitement médicamenteux. Bernard, tu as la parole. Bien, bonjour, merci beaucoup d'avoir organisé donc ce webinaire. Donc, on va parler des traitements. Alors, avant de parler des traitements, je souhaiterais partir d'un peu plus loin pour essayer de comprendre comment ça marche. Donc, l'os est un tissu vivant, personne n'en doute. C'est facile à comprendre quand on voit un cœur qui bat ou un poumon qui respire. C'est peut-être plus compliqué pour le tissu osseux. Et ceci est lié à différentes activités cellulaires et notamment, de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément très compliqué au niveau du tissu osseux, de deux types d'activités cellulaires principales. Il y a d'une part des cellules qui en permanence détruisent l'os, qu'on appelle les ostéoclastes, qui sont sur la partie gauche de cette diapositive, qui résorbent ce qu'on appelle l'os. Il faut imaginer ça comme des espèces de petits marteaux-piqueurs. Et ceci est compensé par le fait que de manière parallèle, il y a d'autres cellules qu'on appelle les ostéoblastes qui vont reconstruire le tissu qui a été résorbé. Alors bien évidemment, la trame osseuse qui est produite par les ostéoblastes n'est pas au départ une trame calcifiée et le processus de calcification va survenir dans un deuxième temps. Alors bien évidemment, pour réguler tout cela, il y a des voies de signalisation. La voie principale pour la résorption osseuse étant la voie RANK-rampligant-ostéoprotégérine et la voie principale pour ce qui concerne l'anabolisme osseux, les ostéoblastes, et la voie Wnt, LRP5, bêta-caténine. Encore une fois, on ne va pas tellement rentrer dans ces détails. Alors, l'ostéoporose, dans son origine, comme l'a dit le professeur Pacou, est multifactorielle. Ce qui est certain, c'est que l'ostéoporose principale, c'est l'ostéoporose postménopausique. Et à la ménopause, par rapport à ce que je viens de dire, que se passe-t-il? Eh bien, le système est dérégulé. Et donc, il va y avoir un emballement de la destruction, de la résorption osseuse. Alors, les cellules qui construisent vont essayer de rattraper ce déficit, mais ne vont pas y parvenir. Et donc, à chaque cycle de ce processus résorption-formation, il va y avoir ce qu'on appelle un déficit élémentaire qui va se sommer dans le temps et dans l'espace, contribuant à l'apparition d'une ostéoporose, sachant également qu'il y a d'autres facteurs, notamment les facteurs génétiques, dont a parlé également le professeur Patou. Alors, ces éléments sont importants parce qu'on a donc potentiellement, indépendamment de ce qu'a dit le professeur Fardelone tout à l'heure, deux moyens pour agir sur un plan médicamenteux, soit en utilisant des médicaments qui vont inhiber les cellules qui détruisent, qui sont ce qu'on appelle des agents anti-résorptifs. Deuxième possibilité, et on peut se dire qu'implicitement c'est certainement plus intéressant, mais on verra qu'on a peu de représentants de la classe, de stimuler les cellules qui vont construire ce qu'on appelle des agents anaboliques. Alors, concernant les médicaments ostéoformateurs, comme je viens de le dire, on en a un seul à nos dispositions. Il s'avère que c'est le fragment 1,34 de la parathormone. On aura a priori demain, c'est-à-dire au cours du premier trimestre, ou en tout cas nous l'espérons au cours de l'année 2022, un autre médicament ostéoformateur qui sera un anticorps antisclérostine dont le nom générique est le romosozumab, mais dont je ne parlerai que peu aujourd'hui. Alors en fait, comme on le voit sur la partie inférieure de cette diapositive, la plupart des médicaments à nos dispositions sont des agents anti-ostéoclastiques, anti-résorbeurs, et l'un d'entre eux, dont a parlé tout à l'heure le professeur Pacou, est donc le traitement hormonal de la ménopause. Alors ce traitement hormonal de la ménopause est logique par rapport à ce que je viens d'indiquer précédemment. Il faut savoir qu'en moyenne, une patiente ostéoporotique qu'on va prendre en charge, elle aura 60, 70 ans ou 80 ans, donc on sera 20 ou 30 ans après la ménopause, et il est évident qu'il serait ridicule dans ces conditions de donner un traitement hormonal de la ménopause. En revanche, si on est confronté à une ménopause chez une femme assez jeune, cette option thérapeutique doit certainement doit être mise en avant, mais encore une fois, l'éventualité est peu fréquente. Alors, on a également la possibilité d'utiliser des médicaments, s'ils étaient parfaits,
qui agirait avec les effets bénéfiques des oestrogènes sans en avoir les inconvénients. On a une molécule dans cette classe-là, c'est ce qu'on appelle des modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes. J'en redirai 2 mots d'ici quelques instants. Alors, les médicaments les plus souvent utilisés dans le domaine de l'ostéoporose sont ce qu'on appelle les bisphosphonates. On en reparlera d'ici quelques instants. Et on dispose également, en fonction des voies de signalisation que j'ai précisées tout à l'heure, d'une molécule qui va agir en tant qu'anticorps monoclonal anti-rancligant, qui s'appelle le denosumab, qui est le nom générique, et le nom commercial étant le Prolia. Alors, très rapidement, en termes d'efficacité, ces médicaments, bien évidemment, ont fait la preuve de leur intérêt, sinon on ne les donnerait pas, en sachant que les traitements médicamenteux ne vont certainement pas concerner toutes les patientes ménopausées et ne vont pas non plus concerner toutes les patientes ostéoporotiques. Ces traitements seront mis en œuvre chez les patientes dont le risque fracturaire est très élevé, c'est-à-dire notamment celles qui ont déjà fait des fractures particulièrement emblématiques de l'ostéoporose comme les fractures de vertèbre ou la fracture de hanche, mais également d'autres fractures, ou chez celles dont la densité osseuse est substantiellement abaissée. Alors revenons aux molécules à disposition. Donc en ce qui concerne les modulateurs sélectifs du récepteur aux oestrogènes, on n'a qu'un représentant de la classe. Le souci de ce type de médicaments, c'est qu'ils ne sont efficaces que pour la prévention des fractures de vertèbre. Donc ils peuvent être intéressants dans certaines situations, mais certainement pas chez les femmes âgées ou très âgées, compte tenu du fait que ce que l'on craint dans cette population, c'est la fracture de hanche, et bien évidemment, il serait relativement peu logique de donner une molécule qui n'a pas d'effet préventif sur la fracture de hanche. Les bisphosphonates, il y en a 3 à notre disposition, 2 par la bouche, la landronate et le risédronate, 1 par voie intraveineuse sous forme d'une perfusion 1 fois par an. Ce sont des médicaments efficaces qui ont fait la preuve de leur intérêt. Par rapport à un placebo, ils réduisent de 50 à 70% la probabilité de voir survenir ou à nouveau survenir une fracture vertébrale, une efficacité à peu près comparable en ce qui concerne la prévention des fractures de hanche et, il est vrai, plus modérée concernant la prévention des fractures non vertébrales dans leur globalité. En ce qui concerne le Prolia, le denosumab, anticorps monoclonal anti-rancligant, les modalités d'administration, c'est une injection sous-cutanée tous les 6 mois. C'est un médicament qui est très efficace en termes d'efficacité antifracturaire, moins 70% par rapport à un placebo en ce qui concerne la prévention des fractures vertébrales et moins 40% environ pour la prévention des fractures de hanche. C'est un traitement de deuxième intention qui nécessite de passer au préalable et obligatoirement par la case bisphosphonate. En ce qui concerne le tériparatide, le seul agent anabolique osseux à notre disposition, c'est un traitement bien évidemment très efficace qui a fait la preuve de son intérêt, qui est peut-être un peu plus contraignant que les autres puisque c'est une injection sous-cutanée tous les jours et qui n'est remboursé que dans des conditions assez limitées, à savoir présence d'au moins 2 fractures de vertèbre. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à un document qu'on a édité au nom du Griot. Il a été actualisé récemment, donc il est toujours d'actualité. Et ce document reprend les différents éléments que je viens d'indiquer. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, professeur Bernard Cortet, pour ce panorama et ces espoirs de traitement qui sont, on le voit, importants et en marche, car vous l'avez dit, tu l'as dit Bernard, la recherche avance et donc c'est important de voir que les praticiens ont un arsenal pour pouvoir traiter les patients et les patientes fracturées. Si vous en êtes d'accord, nous allons maintenant passer à la table ronde avec l'URPS des médecins libéraux et le docteur Tréhou, l'URPS infirmier des Hauts-de-France, je précise, et M. Regnault, l'URPS des pharmaciens avec M. Grégory Temprement et l'URPS des kinésithérapeutes avec Philippe Bouineau. Cette table ronde est consacrée, et je pense que c'est important parce que vous voyez que la pluridisciplinarité qui est illustrée par les conférences déjà faites et la table ronde qui va suivre est importante. Et le thème de cette table ronde des professionnels de santé est qui peut me conseiller et où me prendre en charge. Donc, je vous donne la parole pour cette table ronde. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, il était prévu que je commence
cette table ronde pour l'URPS pharmacien. D'abord, merci d'avoir organisé ce congrès qui est très intéressant et on voit bien les premiers échanges qu'il y a pu avoir qui sont vraiment très, très riches. Alors, pour répondre un peu à ta question, Françoise, qui peut accompagner les professionnels? Il y a des professionnels de santé de ville qui sont représentés ici par les URPS qui peuvent accompagner les patients dans le cadre d'un parcours. Ces parcours se fait avec les patients et les professionnels de santé de proximité, que sont le médecin, le pharmacien, l'infirmier, en fait, et le kiné. Et on voit bien que, comme l'ostéoporose est multifactorielle, la prise en charge est aussi multipartenariale. Et j'oublie pas, bien sûr, les associations de patients qui sont aussi qui ont un rôle important à jouer dans les parcours et on a tendance parfois à les oublier. Et c'est pour ça que je veux le signaler. Je sais que ça te fera plaisir, Françoise. Alors, les professionnels de santé, alors je vais parler essentiellement pour le coup des pharmaciens, mais mes collègues, mes homologues des autres professions évoqueront les différents sujets, sont en train de se coordonner un petit peu dans les territoires avec des nouvelles formes d'organisation, d'autres, on y reviendra. Le rôle des pharmaciens, c'est le repérage. Le repérage, en fait, dans les territoires, les pharmaciens ont un maillage territorial, des larges amplitudes horaires et des personnes diplômées en santé nous permet d'avoir accès en fait à tous les patients. L'accompagnement, le métier de pharmacien a énormément changé aussi dans l'accompagnement des patients. On n'est pas des simples dispensateurs de boîtes, mais maintenant il y a des accompagnements qui peuvent se faire sur des différentes pathologies qui sont reconnues en fait par l'assurance maladie et notamment ce qui est notre cœur de métier, le traitement, l'observance par rapport au traitement, la prévention des effets secondaires et tous les conseils qui peuvent être associés au moment des renouvellements d'ordonnances notamment. Et aussi, un des rôles des URPS, des rôles qui sont définis par la loi, sont aussi des creusets en fait, d'expérimentation qui nous permettent d'éprouver en fait, des choses en fait, sur les territoires et au titre des pharmaciens, en partenariat avec l'ARS et avec un groupe de travail qui réunit pas mal de personnalités qui sont ici présentes ce midi. On a travaillé sur un repérage de l'ostéoporose silencieuse en fait à l'officine. Concrètement, comment ça se passe? En fait, des personnes qui se présentent à l'officine pour une ordonnance ou même parce qu'elles ont mal à la gorge, parce qu'elles veulent se faire vacciner, parce que voilà, tous les motifs qui peuvent nous faire arriver à l'officine ou même des personnes qui viennent chercher le traitement pour le conjoint ou des choses comme ça. On a ces typologies de patientèle qui sont hors parcours de soins, qui ne sont pas suivies à l'heure actuelle. L'objectif, c'est à partir d'un court questionnaire qui est validé en fait par un comité d'experts en fait, qui est le questionnaire Griot, on évalue en fait le risque d'ostéoporose et en fonction de ces critères-là, soit on prend la personne dans un entretien en fait individuel où on va un peu plus loin dans la définition du risque d'ostéoporose. Si on voit que le risque est avéré, à ce moment-là, on oriente vers le médecin traitant. Le médecin traitant a un rôle pivot sur la prise en charge des patients, il faut pas l'oublier. Ou bien s'il n'y a pas si le risque n'est pas avéré, en fait, dans tous les cas, c'était des personnes qui ont été sensibilisées notamment en fait sur l'alimentation, l'exercice, les mesures hygiéno-diététiques. Donc cette expérimentation va avoir lieu en fait dans les Hauts-de-France l'année prochaine en fait sur 2 départements, la Somme et l'Oise, donc en lien avec l'ARS qui investit beaucoup sur ce sujet dans le cadre du FIR, le fonds d'intervention en fait régional. Et il y a, alors j'ai dit 2 départements, mais il y a aussi un petit bout du Pas-de-Calais en fait sur la côte d'Opale. Donc voilà le type de choses que l'on peut initier dans le cadre en fait de l'URPS et de l'inter-URPS qui marche pas mal en Hauts-de-France. Voilà pour ma part. Merci beaucoup Grégory d'avoir vraiment éclairci et éclairé la place du pharmacien. Je dis d'ailleurs que les patients sont fidèles, très fidèles au pharmacien et à son rôle d'accompagnant et aussi à ce rôle important dans le premier recours. Du repérage, de l'évaluation du risque. Et on voit bien qu'en fait, le pharmacien est en capacité de faire rentrer ses patients dans un parcours de santé si tel est le cas et en coordination, comme tu l'as très bien dit, avec les professionnels de ville. Donc, je vais en profiter pour évidemment donner la parole dans cette table ronde, je le crois, au docteur Tréhou, me semble-t-il. Je crois que, bonjour à tous, je pense que j'étais censé terminer, être le dernier intervenant. Alors on modifie l'ordre, pas de souci, que l'interlocuteur suivant prenne la parole, aucun problème. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, voilà, je suis Sébastien Regnault de l'URPS infirmier.
Donc, je vais reprendre effectivement ce que M. Tempremont a dit. Effectivement, c'est une prise en charge pluriprofessionnelle. Hein. Nous sommes tous des maillons d'une chaîne. Je dirais que au niveau des infirmiers que je représente, nous avons une plus-value très importante, c'est que nous intervenons essentiellement à domicile. Et en fait, au niveau du domicile des patients, avec des visites régulières. Et ça présente de nombreux avantages, notamment le premier, je dirais, c'est la prévention et l'éducation par rapport au risque de chute. Effectivement, nous pouvons voir le domicile du patient et par rapport à notre expertise et analyse, on peut éventuellement le donner des conseils, les orienter sur l'achat de matériel, sur les modifications, que ce soit des meubles, des tapis, des choses très simples que les personnes ne voient pas forcément régulièrement. On peut entendre, bah oui, mais je l'ai toujours connu, ça a toujours été comme ça, pourquoi le changer? Voilà, donc ces choses-là. Et la deuxième chose également, l'évaluation concernant la douleur, où on joue un rôle très important sur l'évaluation de la douleur. Et en lien très étroit avec le médecin, on peut intervenir sur l'adaptation et la modification des traitements antidouleurs. Également, l'alimentation de la personne. Étant à domicile, on le voit très facilement, le type d'alimentation de ces personnes. De même, l'observance du traitement à domicile, puisque quelquefois, on peut très bien avoir quelques personnes qui vont dire oui, si je prends mes traitements, on voit très bien si c'est réellement le cas. Et également au niveau des activités physiques, au niveau des conseils pour une bonne activité physique. Mais je reviens toujours sur la même chose, c'est que seul on n'est rien et face à l'ostéoporose, on doit tous travailler de concert et au niveau de l'infirmier, on joue un rôle essentiel sur la transmission des informations, que ce soit au niveau médical, pour orienter la personne, pour des modifications, pour des examens, que ce soit dans le suivi comme dans la prévention. De même, au niveau du pharmacien, pour l'orienter pour l'achat de matériel, pour que nos confrères pharmaciens puissent les conseiller sur les nouveautés, etc. Et également les kinésithérapeutes par rapport au renforcement musculaire. Voilà. En fait, on joue vraiment un rôle relais et la grosse valeur ajoutée, c'est qu'on est à domicile. Voilà. Oui, ça tombe très bien, Sébastien Regnault, tout ce que vous apportez après Grégory Tempremont, parce que on sent bien que vous avez cette capacité et cette volonté de vous coordonner. Moi, c'est une table ronde, donc Grégory peut vous répondre ou vous interpeller, et l'inverse est vrai, ainsi que les autres participants de la table ronde. Je vais juste me permettre de rebondir sur ce qu'avait dit le professeur François Puisieux sur les psychotropes qui sont quand même peut-être parfois promoteurs de chute, de déséquilibre et de chute. Et vous avez parlé, Sébastien, des médicaments de la douleur. Et donc, j'entends les liens qui existent entre le pharmacien et l'infirmier qui suit le patient à domicile. Ça, si quelqu'un a un commentaire, peut-être là-dessus, concernant la transmission des informations ou les actes. Je dirais effectivement, mais j'inclurais, il ne faut pas oublier le médecin également, hein, je dirais c'est plutôt un triangle, hein, on est à chaque sommet. Hein. Nous, en fait, on relaye et c'est ce relais d'informations à travers je dirais essentiellement pour la douleur, c'est les trois professionnels, donc l'infirmier, le médecin et le pharmacien, que l'on peut adapter et également éviter les effets indésirables ou les effets néfastes d'un traitement pour la douleur. Oui.
Si je peux rebondir Oui. aussi, Françoise, comme c'est Ah une oui, avec table ronde et plaisir. et que tu m'as invité à le faire, quand je disais que le métier de pharmacien avait beaucoup évolué, maintenant il y a des entretiens en fait, conventionnels qui sont remboursés par l'assurance maladie pour justement les patients qui seraient polymédicamentés et qui ont plus de 65 ans. Et on travaille c'est notamment ce sujet-là de la gériatrie avec le professeur Puisieux qui est un intervenant précédent, justement pour reprendre le temps avec la patiente, pour justement analyser son traitement, voir si elle les prend bien, voir l'observance et peut-être aussi proposer aussi des alternatives dans certains cas, et tout ça en cohérence et en lien avec les médecins prescripteurs. Et on arrive aussi à des cas complexes, en fait, qu'on a des patients qui sont polymédicamentés et c'est pas toujours évident au niveau de l'ordonnance. Et on a aussi des expérimentations en fait, en cours dans la région, justement, pour prévenir le risque iatrogénique. Et un des risques iatrogéniques, en fait, c'est le risque de chute ou de confusion, et notamment par justement le sevrage aux hypnotiques, par exemple, que l'on peut aussi accompagner à l'officine. Donc, c'est un exemple encore parmi d'autres que je n'ai pas cité tout à l'heure pour ne pas monopoliser la parole. Mais il faut savoir que les patients peuvent attendre ça maintenant de l'officine. Ils ne le savent pas toujours de leur pharmacien parce qu'en fait, c'est nouveau et ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, mais il ne faut pas hésiter à demander auprès de son pharmacien. Très, très bien. Sébastien, est-ce qu'il y a un autre commentaire, peut-être, avant de donner la parole à Non, Philippe non, 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 Guido? Tout va bien? non, non, je reviens vraiment. En accord parfait. Exactement. Très bien. Donc, Philippe Bouineau, kinésithérapeute donc de l'URPS, des masseurs kinésithérapeutes des Hauts-de-France. C'est à vous la parole pour nous donner votre vision sur ce sujet de la prise en charge de l'ostéoporose et du parcours des patients. Bonjour à tous. Eh bien, merci de nous avoir invités. Et donc, nous, on a principalement, donc, en discutant, en préparant les réunions, on s'est aperçu que la prise en charge en kinésithérapie est essentiellement suite à la fracture. Et en termes de détection, on a un rôle relativement faible, puisque si on a un patient qui a eu plusieurs fractures, là, on va commencer à lui poser la question de l'ostéoporose et de la détection. Donc, on enverra chez le médecin traitant, bien sûr. Mais sinon, c'est vrai que nous, on a surtout le fait de s'occuper des gens qui ont une fracture. Alors, premier point important, c'est pour nos chers spectateurs, il faut bien penser aussi que les kinésithérapeutes ont des soucis de place de traitement, et donc il faut bien penser que si vous avez eu hélas par une chute et donc une fracture qui a été liée, pensez à prévenir votre kinésithérapeute le plus tôt possible, de faire de manière à ce qu'il puisse s'organiser dans ses soins, surtout que ça sera principalement au départ des soins à domicile. Donc, peut-être avoir ce réflexe-là de dire qu'il faut bien sûr anticiper un peu les choses et non pas appeler la veille de l'ablation du plâtre, qui pose toujours un petit peu de problème. C'était un petit point important. Pour nous, après, au niveau rééducation, une fracture pour nous, c'est simplement, quelque part, quand la personne est sous plâtre, ça va être de faire travailler en dehors du plâtre et de faire un peu de renforcement musculaire autour pour justement maintenir la capacité physique. Et après, une fois l'ablation du plâtre, ça sera de mobiliser l'articulation et de faire des renforcements musculaires qui sera le plus important. En termes de réseau, donc comme je disais, le patient se retrouve à domicile. Donc à domicile, forcément, on sera en lien avec et l'infirmier qui passera régulièrement et le médecin qui lui-même aura quand même des visites régulières. Le pharmacien sera un petit peu mis en Deus ex machina, puisqu'on ne verra que par les ordonnances et éventuellement avec les traitements qui seront observés ou qui ne seront pas observés. Donc, éventuellement, à contacter si vraiment on voit bien que le patient ne fait pas ce qu'il faut. Et puis, je rejoins Sébastien sur le fait de les différents tapis, différents meubles pas pratiques en termes de déplacement.
Les lumières aussi, penser qu'un patient qui marche dans le noir, c'est beaucoup plus compliqué pour lui que quelqu'un qui a un éclairage beaucoup plus important et qui permettra de ne pas chuter. Donc, à tout cet ensemble de réseaux aussi, moi, je rapprocherais le fait que les patients, on va leur préconiser à un moment, une fois que la fracture est réglée, que l'ostéoporose est toujours là. Donc, on va peut-être leur parler aussi d'activité physique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients? Alors, soit nous, on les prend dans nos cabinets pour leur faire de l'activité physique adaptée avec des efforts très adaptés, très réduits, soit on essaiera de discuter avec eux sur qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme sport, qu'est-ce que vous avez, enfin comme sport, comme activité physique, parce que le sport, c'est peut-être un peu, le sport à 80 ans, c'est peut-être un peu compliqué, quoique, il faut se méfier. Par contre, proposer des choses, de l'aquagym, proposer des choses, des gymnastiques douces, des choses comme ça. Alors, soit en club, soit avec nous, avec des groupes de patients. Enfin, voilà. Il y a de toute façon toute la possibilité possible. Donc, c'est ça va être un peu notre plus-value par rapport aux autres professionnels. Ça va être justement cette idée de l'activité physique et de la volonté de faire des exercices pour justement entretenir l'os et entretenir la masse musculaire. Oui, c'est très important ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit, Philippe, et dont je te remercie parce que c'est assez éclairant. Et donc, je recommande dans cette suite d'ailleurs aux patients qui se fracturent, en effet, de pouvoir prévoir leur traitement auprès de leur kinésithérapeute. Là aussi, les patients sont fidèles à leur kinésithérapeute, on le sait, et on voit qu'il y a deux rôles différents. J'ai été frappée aussi à travers ces rôles dans la reprise donc, de l'activité physique, comme l'a souligné le professeur Patrice Fardelone. Il y a plusieurs possibilités de programme d'une part, et par ailleurs, dans le mot observance que tu as employé, notamment concernant les médicaments, c'est vrai que les patients nous disent, à l'association AFLAR, se confier volontiers à leur kinésithérapeute, à leur pharmacien, et l'observance médicamenteuse est une véritable question. Et peut-être Monsieur Tréhoux, le docteur Tréhoux, va nous donner des clés à la suite de ça, parce que c'est vrai que les patients parfois ont des difficultés à s'exprimer sur la façon dont ils prennent ou pas leurs médicaments, ou sur la façon dont ils marchent ou pas, ou sur la façon dont évidemment ils suivent l'ensemble de leur traitement. Ça, c'est une vraie question, et la table ronde, c'est aussi ça. C'est soulever ces problématiques-là et échanger. N'hésitez pas à échanger et rebondir parce que c'est des points très importants. Je peux donner maintenant la parole, si vous m'y autorisez, au docteur Tréhoux, qui va donc arriver à sa présentation en fin de table ronde et voilà. Continuer d'échanger, c'est important. Alors, donc, rebonjour. Donc, cette fois-ci, c'est mon tour. Alors, l'avantage d'être le dernier, c'est que tout a été dit, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Si je voudrais dire qu'avant de penser à qui peut accompagner l'ostéoporose, il faut d'abord y penser. Y penser parce que, comme l'ont dit mes confrères, c'est vraiment un problème de santé publique avec 25% des femmes de plus de 65 ans et je crois 50% de plus de 80 ans qui sont porteuses de cette maladie. C'est bien une maladie, c'est pas juste la vieillesse. C'est un problème qui est ignoré en fait du grand public et ignoré aussi oublié, j'ai envie de dire, mis de côté par une partie des soignants, il faut bien le dire. Ce n'est pas notre priorité. Il faut y penser car le diagnostic est relativement facile et puis il existe des traitements efficaces, mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour les gens qui sont à cette table ronde, on ne va pas traiter toute l'ostéoporose non plus. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et donc, qui doit penser à tout ça? J'ai envie de dire forcément le médecin traitant. Je vais faire un peu de pub pour le médecin traitant. Si vous n'en avez pas, il vous en faut un. Tous les soignants, forcément, sont censés y penser. J'insisterai là, je vais dire une chose qui va peut-être paraître bizarre, mais il faut, si vous avez un médecin traitant, il faut aussi, je pense, avoir
un soignant référent, un infirmier référent, un pharmacien référent. Un pharmacien, ce n'est pas un épicier, on ne change pas de pharmacie parce qu'il y a de la place pour se garer devant. On essaie d'aller voir toujours la même personne pour qu'il puisse prendre en charge globalement et vous connaître peu à peu et prendre en charge globalement votre santé. Et puis, qui peut penser à tout ça avant tout? C'est vous, c'est les patients qui doivent nous interroger, nous poser des questions, nous y faire penser. Nous sommes des acteurs de santé, vous êtes des acteurs de votre propre santé. Nous sommes peut-être des experts des maladies, entre guillemets, mais vous êtes des experts de vos maladies. Et ça me fait rebondir sur ce qu'on disait. Les gens n'ont pas une ostéoporose. Les gens ont une ostéoporose, ils sont diabétiques, ils ont des problèmes socio-économiques, ils viennent de perdre quelqu'un de leur famille, ils viennent d'être arrière-grand-mère ou grand-mère. Voilà, c'est ça la vraie vie. L'ostéoporose, ce n'est pas en dehors de tout le reste et que peut-être que la temporalité n'est pas la même pour nous. Si on vient nous parler d'ostéoporose suite à plusieurs chutes, on va peut-être se poser la question pourquoi ces chutes. Si la tension est à 20, on va peut-être s'intéresser d'abord à ça avant d'envoyer faire une ostéodensitométrie. Donc voilà, la temporalité n'est pas forcément la même. Il y a d'autres traitements, donc il faut que tout ça se mette en place. Et le médecin traitant, il est là pour vous orienter, pour vous aider à vous coordonner, toujours avec bien entendu votre assentiment, pour coordonner votre prise en charge, soit de façon informelle, soit de façon formelle. Maintenant, on met en place des protocoles. Moi, je suis dans une maison de santé pluridisciplinaire. On met en place des protocoles de soins, de parcours de santé dans des maladies particulières. Demain, on va parler bientôt des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé, où ces sujets peuvent être abordés. Je voudrais peut-être redire un mot parce qu'on a travaillé sur le sujet dans des groupes qualité. Des groupes qualité, c'est des groupes un peu, on va dire, de formation de médecins généralistes des Hauts-de-France qui se sont réunis en 2020 sur le sujet. Nous, on avait beaucoup insisté sur la prévention. On avait insisté sur le fait qu'il fallait marcher. Marcher, c'était déjà pas mal. Danser, c'est bien, mais marcher, c'est bien. Avoir une alimentation équilibrée, bien sûr, ça c'est facile à dire, on dit toujours ça. D'ailleurs, pour savoir si on a assez de calcium, si on reçoit assez de calcium, il y a un autoquestionnaire qui est très intéressant, que nous utilisons, qui est l'autoquestionnaire de Fardelonne. Le professeur est trop modeste pour nous en avoir parlé, je pense. Les apports en eau, là, je ne vais pas me gêner pour dire que l'eau du robinet, elle est déjà pas mal chargée en calcium, on le sait tous, mais que les eaux minérales, alors moi je vais les citer, c'est pas très grave, je suis en fin de carrière, je ne pense pas que j'irai en prison. Contrec, Sépar, Badois, San Pellegrino, etc. sont des eaux intéressantes. La vitamine D, pour les fanatiques, il ne faut pas oublier qu'il y a l'huile de foie de morue qui en contient beaucoup, c'est pour les plus vieux d'entre nous. On a bien entendu l'intérêt de la prévention des chutes. Nous, dans la vraie vie, les soignants qui vont en visite se rendent compte qu'entre les tapis, les chats… Moi, la semaine dernière, j'avais une patiente de 80 ans. Pour ses 80 ans, sa fille lui a offert un chiot. Bon, voilà, on ne va pas tuer le chiot, mais voilà, on est là aussi pour essayer d'en mettre un peu de bon sens dans tout ça. Bien sûr, il faut arrêter de fumer. Peut-être pas arrêter l'alcool, le diminuer simplement parce qu'on est en France. Il ne faut pas être pas trop gros, pas trop mince. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il est important de faire ce repérage. À partir du moment où ce repérage a été fait, de faire le diagnostic, et l'accompagnement se fait maintenant non plus par un seul soignant, mais par un groupe de soignants. On travaille tous ensemble, idéalement, entre confrères et collègues, en fait, soignants. On oublie aussi les diététiciens qui peuvent avoir leur place, des ergothérapeutes quand on en trouve qui peuvent avoir leur place, les chirurgiens dentistes qui sont indispensables avant la prise de certains traitements. Bref, on ne travaille plus chacun dans notre coin. C'est un peu le message que je voulais faire passer. Merci. Merci beaucoup, docteur Philippe Tréhoux, de cette vision d'ensemble du médecin généraliste, du médecin traitant. Vous l'avez rappelé, ça c'est très important. Et avec la complexité, avec les priorités, avec les protocoles, avec les préoccupations aussi des patients, dont on sait qu'en effet, elles peuvent être extrêmement diverses. Si quelqu'un de la table ronde a un commentaire, merci de le faire maintenant, car nous allons passer aux questions ensuite. Est-ce que Grégory, Philippe, deux fois, et Sébastien, si vous avez un commentaire, et le docteur Didier Poivret, rhumatologue, va nous donner son message après vos commentaires, je pense, ou maintenant. Oui, je voulais juste rajouter deux petites choses, oui. Rebondir sur ce que le docteur Tréhoux a très justement dit par rapport à
je dirais la fidélité au niveau des professionnels. Hein. C'est surtout que ça permet une prise en charge efficiente. Hein. Oui. Et nous, au niveau infirmier, on parle de plus en plus. Alors, tout le monde connaît, on parle très facilement du médecin de famille. Mais c'est pareil, là, on parle de plus en plus de l'infirmier de famille. Donc voilà, c'est la petite parenthèse et je voulais faire là-dessus. Et également, je voulais ajouter par rapport à ce que Philippe et moi disions tout à l'heure, par domicile pour le risque de chute, hein, les tapis et puis les matériels disponibles. Il faut aussi ne pas hésiter à prendre les renseignements auprès de nous professionnels, parce qu'il existe de très nombreuses, parce que ça, évidemment, tous les matériels ont un coût, et il existe de très nombreuses aides que les patients ne connaissent pas forcément. Je dirais, j'en citerai quelques-unes comme ça, comme la prime à l'amélioration de l'habitat, l'aide à Habitat Carsat, l'APA, et il y en a encore d'autres. Donc, vraiment, ne pas hésiter, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour aider financièrement Tout à fait. pour éviter les Tout à risques. fait, Sébastien. Merci. Merci beaucoup. Didier, tu as la parole, Didier? Docteur Didier Poivret. Vous m'entendez? On t'entend très bien, Didier. D'accord. Alors, je voulais simplement, en tant que rhumatologue praticien, insister sur la notion de coopération interprofessionnelle qui s'impose. Nous avons un retour. Nous avons. Oui. Oui, Didier Poivret nous parle de la coopération. Nous avons un retour, Didier Poivret. Il faudrait que vous vous déconnectiez de votre PC, puisque vous êtes sur 2 outils en même temps. Et en fait, on a un écho, on ne vous entend pas très, très bien. Peut-être le docteur Poivret, en attendant qu'il règle cela, peut-être il nous a évoqué la coopération entre les professionnels, et je crois que c'est ça ce qu'on voit dans cette table ronde, à la fois cette coopération sur le parcours du patient et autour du patient, avec en effet les référents, les correspondants, la notion de praticien familial, comme ça a été dit, de médecin de famille, infirmier de famille, pharmacien de famille, pourquoi pas, et kiné de famille, pourquoi pas non plus. C'est vrai qu'on connaît cela. En tout cas, il y a une fidélité extraordinaire des patients. Peut-être je vais me permettre, en attendant que Didier nous rejoigne, j'ai une question pour le professeur Pacou, le professeur Julien Pacou, et c'est une question qui est posée par un patient et qui dit: on dit que c'est familial. Je n'ai pas encore eu de fracture comme ma maman, mais que dois-je faire? Merci Françoise, et merci pour cette question. Donc en fait, il y a une composante génétique pour l'obtention d'une masse osseuse optimale à la fin de la croissance et de l'adolescence. Et donc ce pic de masse osseuse, il est déterminé génétiquement. En grande partie, le déterminisme, il représente 60 à 80% du pic de masse osseuse. Donc si on a mal choisi ses parents, on risque d'avoir des problèmes de pic de masse osseuse et d'arriver plus vite à un risque de fracture après la ménopause, notamment chez les dames. En pratique, il y a un dépistage par une ostéodensitométrie qui est remboursée uniquement si votre père ou si votre mère a déjà eu une fracture de hanche, et c'est la seule chose à faire, en dehors bien sûr d'avoir une vie équilibrée, pas de tabac, pas trop d'alcool, une nutrition efficace avec des produits laitiers et l'activité physique régulière. D'accord, il n'y a pas de suivi particulier? Non, s'il n'y a pas eu de fracture et s'il n'y a pas de justification à réaliser une ostodensitométrie, la mise en place des mesures indiquées est nécessaire. Et puis profiter de l'ensoleillement quand il y en a. Merci beaucoup Julien de cette réponse très claire. J'ai d'autres questions, mais je vais essayer de les distribuer et je reviendrai ensuite pour une deuxième question. Il y a une question pour le professeur Fardelone. Et c'est une question d'un praticien, d'un confrère, qui explique qu'il est parfois difficile de pouvoir prescrire d'un côté un traitement, et par ailleurs, dans cette question, il y en a une deuxième, difficulté pour les patients qui ont des régimes notamment véganes, et on en voit de plus en plus, comment les conseiller? C'est une double question pour le professeur Patrice Fardelone.
Alors, je vais commencer par le problème des véganes que j'avais évoqué tout à l'heure, et je disais que c'est vrai qu'ils sont à risque de carence en protéines, mais aussi en calcium. Et donc, dans ces situations un peu extrêmes, il ne faut pas hésiter, puisqu'on sait très bien la rigidité diététique de ces populations, à supplémenter avec du calcium, de la vitamine D, voire parfois des compléments alimentaires, comme on peut le faire chez les personnes plus âgées. Pour les difficultés de prescrire les médicaments, c'est vrai qu'il y a eu un tel battage médiatique sur les effets secondaires, etc., qui est pour la plupart du cas excessif, qu'il n'est parfois pas facile de faire accepter aux patients un traitement. C'est pour ça que, en général, la consultation d'initiation de ce traitement est assez longue. C'est assez long puisqu'il faut débattre avec la patiente, la convaincre qu'il faille d'abord se traiter et deuxièmement d'accepter le traitement en lui expliquant bien que les complications sont très rares et que ces médicaments-là ont un profil efficacité-tolérance tout à fait satisfaisant. Merci beaucoup, c'est une réponse très très claire. J'ai une question maintenant qui peut-être va concerner à la fois le professeur François Puisieux et Grégory Temprement, le président de l'URPS pharmacien. C'est une question d'une patiente qui dit « On m'a prescrit un déambulateur, mais j'ai honte de m'en servir car je n'ai que 63 ans. » Est-ce que quelque chose, donc la question est assez claire, quelle est votre opinion, quelle attitude à tenir peut-être pour ces patients en difficulté? Alors effectivement, il arrive assez souvent qu'à une personne, ici pour nous, une personne jeune, à qui on va proposer, mais même c'est vrai quand elle est âgée, quand on lui propose un déambulateur, même quand c'est clairement la meilleure technique de marche, que la personne soit dans le refus parce que l'image qu'elle pense donner est l'image d'une personne très âgée, très faible, très fragile, et elle ne souhaite pas donner cette image. Et parfois, ça entraîne un refus d'utilisation de cette technique. Bon, je pense qu'un moyen de la convaincre, c'est vraiment qu'elle s'exerce avec l'outil, avec les techniques de marche, qu'elle apprenne à l'utiliser et qu'elle se rende compte que c'est là le moyen dont elle dispose pour finalement continuer de vivre comme elle souhaite vivre, c'est-à-dire pouvoir sortir, pouvoir aller voir les magasins. Voilà, je pense qu'il faut toujours être positif et bien montrer que cette aide technique va lui permettre de continuer d'avoir la vie qu'elle souhaite avoir et que le regard que portent les autres, finalement, ça n'est pas la chose essentielle. Il faut la convaincre alors. Grégory qui les livre et qui conseille le produit, qui choisit pour son patient ce produit. Grégory, ton opinion? Il a dû s'absenter. D'accord. Peut-être alors, oui, Philippe. Je reviens justement sur le déambulateur. Parfait. Pense que, les patients, alors quand c'est des personnes jeunes, c'est vrai que c'est très compliqué à mettre en place. J'ai même, moi, souvenir de patients de 75 ans, quand on parlait de Cannes, c'était déjà une horreur. Mais il faut aussi arriver à d'en discuter avec eux. Et on peut, moi, j'ai des patients qui ont magnifiquement transformé leur déambulateur en panier de cours, en panier à roulettes de course ça ne ressemble plus à un déambulateur, ça ressemble à quelque chose d'autre. Et justement, arriver à en discuter, n'hésitez pas, enfin les patients, n'hésitez pas si c'est des problématiques comme ça, à en parler à votre kiné. On arrivera toujours à trouver une solution, une possibilité, éventuellement à la place d'un déambulateur, peut-être que 2 cannes tripodes, est-ce que ça serait aussi efficace ou pas? Enfin, ça, c'est à discuter. Les cannes tripodes aussi, c'est très compliqué à vivre. Là aussi, il faut convaincre, il faut conseiller et convaincre. Très bien. Il faut que les deux parties soient comment dire, prêts à faire des concessions aussi. C'est-à-dire que si on donne une aide technique, c'est pas non plus par inadvertance, c'est quand même parce qu'il y a une nécessité. Merci beaucoup, Philippe. J'ai une dernière question, mais très rapide alors, si c'est possible.
pour le professeur Bernard Cortet et ensuite Didier Poivret. Le docteur Didier Poivret conclura. Bernard, il y a une question sur les traitements. Les traitements sont-ils sûrs? Oui, la réponse est oui. Patrice Fardelone a insisté sur le fait que mettre en œuvre un traitement anti-ostéoporotique en 2021, et c'était le cas en 2020, et je pense que ça sera également le cas en 2022, n'est pas forcément chose facile. Mais la réponse est oui. C'est vrai que certains de ces traitements, et notamment les bisphosphonates, n'ont pas bonne presse, parce qu'il y a souvent une confusion entre les événements indésirables qu'on rencontre d'abord et avant tout chez des patientes qui reçoivent la même catégorie de traitement, mais dans une indication très différente qui sont les métastases osseuses, le cancer des os, où les doses utilisées sont dans ce cas-là bien supérieures et où il y a des cofacteurs d'une complication qui fait peur et à juste titre, qui est l'ostéonécrose de la mâchoire. Mais cette complication, dans le domaine de l'ostéoporose, elle est vraiment exceptionnelle. À travers les registres scandinaves, on arrive à peu près à l'évaluer de l'ordre de 1 cas sur 10 000 et certainement beaucoup moins lorsqu'on a une bonne hygiène de vie et lorsqu'on va voir son dentiste régulièrement. Je termine là-dessus parce que c'est un point important. Il ne serait pas imaginable que les pouvoirs publics maintiennent les médicaments de l'ostéoporose en l'état si réellement il y avait trop d'événements indésirables. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'événements indésirables, mais comme l'a dit avec bon sens tout à l'heure le professeur Fardelone, lorsque les médicaments sont prescrits à bon escient, c'est-à-dire, je l'ai dit très clairement, chez les femmes à haut risque de fracture, il est évident que le rapport bénéfice sur tolérance est tout à fait favorable à la prescription de ces traitements. Merci beaucoup Bernard d'être clair et rassurant à la fois. Je laisse la parole au docteur Didier Poivret. C'est à toi Didier. Merci de me donner la parole. J'espère que vous m'entendez clairement. Très bien. Pour clore, je dirais que l'intérêt pour tous les soignants, c'est de travailler ensemble. Nous avons été beaucoup trop longtemps en silo, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire à travailler chacun dans notre coin et puis à ignorer, dans le meilleur des cas, ce qui se passe ailleurs. Le médecin prescrit, explique la maladie, explique le traitement. Le pharmacien a un rôle également essentiel à jouer parce que le patient va attendre quelque chose d'autre du pharmacien par rapport au médecin. Le pharmacien connaît les médicaments, il connaît le patient, il connaît une multitude de choses autour de lui, souvent sa famille. Donc, il a un abord complémentaire de celui du médecin. Et puis pareil pour l'infirmier. L'infirmier qui vient à domicile et qui voit que tout d'un coup, une chaise est renversée ou quelque chose comme ça, mais vous êtes tombé, oh bah oui, mais c'est rien, etc. Ça, ce sont des informations essentielles que les patients vont avoir du mal peut-être à exposer, expliquer aux médecins, alors que ce sont des informations essentielles. Le kinésithérapeute, pareil, le podologue, etc. Et travailler tous en commun autour du patient, c'est un enrichissement pour nous-mêmes en tant que professionnels de santé parce que nous devenons beaucoup plus efficaces vis-à-vis d'un patient qui a confiance dans une équipe qui s'occupe de lui et une équipe soudée. Il n'y a pas d'un côté le médecin, de l'autre le pharmacien, de l'autre le kinésithérapeute. Nous formons un lien tous ensemble pour aider le patient à surmonter ces difficultés, sa difficulté par exemple à prendre un déambulateur ou à prendre ses médicaments parce qu'il a entendu une multitude de fake news, de fausses nouvelles, mais si nous travaillons tous ensemble, c'est l'essentiel. Et là, le rôle des nouvelles techniques de communication et en particulier l'espace numérique de santé qu'on nous annonce dans quelques semaines va probablement jouer un rôle essentiel, un rôle facilitateur et encore une fois, ce sera un enthousiasme de plus pour nous autres soignants à travailler ensemble autour du patient pour qu'il aille bien. Merci beaucoup, docteur Didier Poivret, pour ces mots de conclusion. Et je termine en saluant tous les conférenciers et animateurs pour leur présentation remarquable. Je remercie l'ARS des Hauts-de-France et le ministère des Solidarités et de la Santé. Vraiment, merci aussi à tous qui vous êtes connectés très nombreux pour ce webinaire, donc vivre avec l'ostéoporose. La fracture n'est pas un accident et rendez-vous pour la suite de ces travaux. Travailler ensemble, c'est en effet la clé. Merci beaucoup à tous. À bientôt.